Veuillez laisser passer nos comédiens et les applaudir quand je vous les aurai présentés. Voici Isabelle, notre ingénue. Aussi ravissante que modeste, qui excelle dans les rôles d'amour romantique. Hérode, notre tyran, dirige notre troupe de main de fer dans un gant de velours, jamais plus à l'aise que sous la couronne d'un prince ou le masque d'un monstre. Derby, notre piquante soubrette, au charme irrésistible. Voici Grosse Montagne, notre Matamor, nom qui porte à merveille comme vous le voyez. Mon ami Léandre, tantôt séducteur, tantôt le plus débrouillard valet qu'un aristocrate ait jamais eu à ses services. L'incroyable Scapin, plus osé qu'un renard, roi du croc en jambes et de l'entourloupe. Leonarda, notre duel, pleine d'expérience et de dignité, inspire le respect dans les rôles d'aïeul et de chaperon. Et enfin, voici Blasius, le pédant, qui maîtrise les plus gros rôles du répertoire. Empereur, pape ou prince. Il est aussi notre intendant. Daignez m'excuser, notre seigneur, si je viens moi-même frapper à la poterne de votre forteresse, sans me faire précéder d'un page ou d'un as au nom du corps, et ce à une heure avancée. Nécessité n'a pas de loi et force les gens du monde les plus polis à des barbarismes de conduite. Que voulez-vous? L'hospitalité, pour moi et mes camarades, des princes et des princesses, des Scapins et des Isabelles, des docteurs et des capitaines, qui se promènent de bourg en ville dans le chariot de Thespis, lequel chariot, traîné par des bœufs à la manière antique, est présentement embourbé à quelques pas de votre château. Si je comprends bien, vous êtes des comédiens de province en tournée, et vous avez dévié du droit chemin. On ne saurait mieux élucider mes paroles. J'espère que votre seigneurie va m'accorder ma requête. Quoique ma demeure soit assez délabrée, et que je n'ai pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air sous cette pluie battante. Faites-les entrer, je vous prie. Je vous en prie, installez-vous près de la cheminée. Je ne puis vous offrir que le couvert. Mon garde-manger ne renferme pas de quoi faire souper une souris. Je vis seul en ce manoir, avec mon fidèle serviteur. Nous ne recevons jamais personne et voyez par vous-même que fortune n'habite pas Céan. Qu'à cela ne tienne, si au théâtre on nous sert des poulets de carton et des bouteilles de bois tournées, nous nous précautionnons dans la vie normale de mets beaucoup plus substantiels. J'ai toujours en réserve quelques jambons de Bayonne, quelques boudins de Rethel, en tant que munitionnaire de la troupe, et aussi quelques flacons de Bordeaux ou de Cahors. Bien parlé, pédant. Va chercher les provisions. Et si le Seigneur le permet, et daigne dîner avec nous, dressons ici même la table du festin. Je vous en prie.
installez. Mesdemoiselles, je vois que vous tombez de fatigue. Je voudrais bien pouvoir donner à chacune d'entre vous une chambre, mais mon pauvre Castel tombe en ruine, tout comme ma lignée dont je suis le dernier. Je vous cède ma chambre, la seule à peu près où il ne pleuve pas. Ces messieurs resteront ici, ils s'accommoderont des bancs et des fauteuils. Bien, accompagnez-nous. Vous voulez bien me suivre? Très bien. Messieurs, je vous en prie, installez-vous, vous êtes mes hôtes. Monsieur le baron. Mademoiselle, je regrette que l'état de délabrement de ma demeure, plus faite pour loger des fantômes que des êtres vivants, ne m'ait permis de vous recevoir d'une manière plus convenable. Ne regrettez rien, monsieur. Sans vous, nous aurions passé la nuit dans un chariot embourbé, à grelotter sous une pluie battante. Ce gîte que vous dédaignez est magnifique à côté des granges ouvertes à tous les vents, où nous sommes souvent obligés de dormir sur des bottes de paille dans notre vie errante de saltimbanque. Mademoiselle. Madame. Pierre, allez chercher de quoi faire un encas pour nos hôtes. Du pain, quelques œufs et du lard feront l'affaire. Bien, monsieur. Vous allez faire mauvais déjeuner, je le crains. Mais mieux vaut mauvais déjeuner que pas de déjeuner du tout. Comme vous le voyez à l'état de ma demeure, je ne suis pas riche. Mes ancêtres se sont ruinés en levant des armées pour la défense de nos rois. Je n'ai donc pas à rougir de ma situation. Ce qui m'étonne, c'est qu'un gentilhomme accompli laisse ainsi se consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut aller le chercher, quoi qu'envie qu'elle en ait. Il faudrait que monsieur le baron allât à Paris. L'œil est le nombril du monde, le rendez-vous des beaux esprits et des vaillants. Là, il ne manquerait pas d'être distingué selon son mérite et de prospérer. Soit en rencontrant quelques grands, soit en faisant une action d'éclat dont l'occasion se présenterait infailliblement. J'y ai pensé quelquefois, mais je n'ai pas d'amis à Paris, ni les moyens d'entreprendre un si long voyage. Écoutez, si notre modeste charabeu ne semble pas indigne à votre rang, venez avec nous à Paris, puisque notre troupe s'y rend. Notre poète ayant fait un héritage nous a quittés. Monsieur le baron pourrait le remplacer. Il ajusterait nos rôles, ferait les modifications nécessaires. Il écrirait une pièce sur l'idée qu'on lui donnerait. Allons, décidez-vous. À la vérité, cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hibou. Eh bien, d'accord. J'accepte si je puis être utile à votre répertoire. Déjeunez pendant que je me prépare.
et fidèle ami, voici 3 semaines déjà que j'ai quitté notre domaine. Je m'habitue peu à peu à la vie bohémienne, si différente de celle que je vivais dans le silence du château. Nous voyageons lentement, au rythme du chariot. En chemin, nous avons été attaqués par un brigand, que j'ai facilement désarmé à l'aide de mon épée. Il avait installé des mannequins parmi les arbres pour nous faire croire que ses complices en embuscade allaient lui prêter main forte. Le stratagème était picaresque et a fait rire mes compagnons plus qu'il n'a effrayé ces dames. Les artistes sont vraiment des gens étonnants. Notre intendant a même fait l'aumône de 2 pistoles à notre brigand, qui se nomme Lampourde, pour le dédommager de n'avoir pu nous détrousser. Isabelle a offert un collier de pacotille à Chiquita, la gamine qui accompagne et sert fidèlement notre voleur. Folle de gratitude, Chiquita a juré qu'elle ne lui ferait jamais de mal. Nous partons à présent vers Poitiers, où la troupe doit donner plusieurs représentations. Prends bien soin de toi et du domaine. Quel terrible temps, monsieur le baron! Il y a longtemps que je me souviens plus de cette omelette qu'on nous a servie au déjeuner. Je regrette de vous voir partager notre mauvaise fortune. Mais ce ne sont que des traverses passagères. Et bien que nous n'allions guère vite, nous nous rapprochons de Paris. Je n'ai point été élevé dans la mollesse, et je ne suis pas homme à m'effrayer pour quelques flocons de neige. Notre pauvre rosse était épuisée et ne pouvait faire un pas de plus. Il fallait la dételer et la laisser se reposer, sans quoi elle tombait raide morte. La tempête se calme enfin. Nous allons pouvoir repartir vers le village. Allons prévenir nos amis et aider ces dames à remonter dans le chariot. Où donc est Matamor? Il est si maigre que le vent l'aura emporté? Il s'est peut-être blotti sous quelques couvertures dans le chariot. Ohé, Matamor! Ohé, réveille-toi, réponds à l'appel! Nous ne l'avons pas vu. Comme la neige tombée, nous ne nous sommes pas occupés. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. La nuit tombe, il nous faut repartir. Il se sera abrité derrière quelques troncs d'arbres. Il ne tardera pas à nous rejoindre. Matamor! Ohé, Matamor! 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 Laisse-le! Il est aussi mort que le grand pharaon Khéops sous la grande pyramide. Il se sera perdu dans la tempête de neige et ne pouvant lutter contre la tempête, se sera assis au pied de cet arbre. Comme il n'avait que la peau sur les os, il aura eu bientôt les moelles gelées. Ah là là, pauvre Matamor. Pour produire ses effets à Paris, il diminue chaque jour sa ration. Oh, notre Matamor, plus personne ne lui rira plus au nez. Qu'allons-nous faire de son corps? On peut pas le laisser là au bord de ce fossé pour que des loups, des chiens, des oiseaux le déchiquettent. Certes, c'était un bon et loyal camarade. Il n'est pas bien lourd. Portons-le jusqu'à la carriole. Demain, nous l'inhumerons le plus décemment possible. Car l'Église refuse l'entrée du cimetière aux Israéliens que nous sommes. Nous condamnons à pourrir aux gémonies comme chiens crevés, après avoir amusé toute notre vie les gens de bien. Pauvre Matamor, qu'il aura eu de tristes funérailles. Allons, nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons à l'auberge et attelons la carriole. Nous avons perdu 3 de nos amis.
Après notre poète et Zerbin, notre soubrette qui nous ont quittés, nous n'avons plus de matamor. Qu'allons-nous faire? Si je n'ai pas le talent de ce pauvre matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade et veux l'être tout à fait. Vous m'avez tendu la main et rendu l'espoir. Acceptez-moi franchement comme l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Sigognac et je range mon titre au vestiaire. Je succède à Matamor et prends pour nom de guerre le capitaine Fracasse! Vive le capitaine Fracasse! Mon brave et fidèle serviteur, ta compagnie et le château des Sigognac me manquent. Mais je n'ai guère le temps de me morfondre car je suis devenu comédien moi aussi. Le matamor étant mort de froid un peu avant d'arriver à Poitiers, j'ai pris son emploi sous le nom de capitaine Fracasse. Nous avons donné plusieurs représentations après la fin tragique de notre ami, perdu dans la neige en pleine tempête. J'ai fait mes débuts devant un public de campagnards et de manants qui nous ont applaudi de grand cœur et nous ont généreusement récompensés. Mon amour pour la tendre Isabelle est partagé, ce qui me comble de bonheur. Sa beauté lui vaut d'être entourée de nombreux admirateurs auxquels elle n'accorde heureusement aucune attention. L'un d'entre eux, un duc richissime et fort bien de sa personne, lui a manqué de respect, m'obligeant à intervenir pour défendre son honneur. Après la représentation, le duc nous a envoyé ses estaffiers pour nous faire bastonner. Armés de la rapière du matador, de Gourdin et du brigadier, qui sert à frapper les 3 coups, mes camarades et moi n'avons eu aucun mal à corriger ces spadassins. Mais je sens que nous n'avons pas fini avec ce Vallombreuse, qui veut se venger d'un affront infligé par celui qu'il prend pour un saltimbanque, indigne de lui tenir tête. Le duc de Vallombreuse a manqué de respect à Isabelle. Nous avons rossé ses hommes de main, mais je ne puis tolérer cet affront. Isabelle m'a fait promettre de ne pas répondre aux provocations de ce duc, au prétexte qu'elle en mourrait de chagrin s'il m'arrivait le moindre mal. Adorable Isabelle. Mais je lui ai répondu que je ne laisserais jamais personne en ma présence l'insulter. J'ai donc demandé à un ami de ma famille, le marquis de Bruyères, qui connaît le secret de ma naissance, d'aller le défier en mon nom. Et nous combattrons en duel, demain, à l'aube. Bien parlé, capitaine. Bien parlé et mieux agi. Un gentilhomme de votre rang ne peut se laisser ainsi menacer sans demander réparation. Nous verrons demain si l'épée de mon père et les années d'exercice avec mon bon Pierre, qui m'a enseigné l'escrime, ainsi que toutes ses bottes, ont fait de moi une fine lame, capable de vaincre sur le champ d'honneur l'impitoyable duc.
Allez, messieurs, et faites-en genre de bien. Bon, la recommandation est inutile. Ce sera un duel superbe. Mais nous, que ferons-nous pendant que nos amis s'escriment? Il fait bien froid ce matin. Allons, battons-nous un peu, ne serait-ce que pour nous réchauffer. Bien volontiers, cela nous dégourdira. Conçois-tu, Vidalinck, que cette maigre cigogne déplumée, envolée de la tour de son cassel pour ne point mourir de faim, m'est ainsi perforée de son long bec? Moi qui me suis mesuré aux plus fines lames du temps, et qui suis toujours revenu sans une égratignure. Ah, il me tarde que ma blessure guérisse, pour le provoquer de nouveau et prendre ma revanche. Oh là, ce serait une entreprise des plus hasardeuses et que je ne vous conseillerais point. Il pourrait vous rester au bras quelques faiblesses qui diminueraient vos chances de victoire. Allons, l'honneur est satisfait de la sorte. La rencontre a été des plus sérieuses, restez-en là. Je ferai belle figure face à Isabelle, avec ce bras percé par son galant. Comme elle est adorable et charmante, cette dédaigneuse Isabelle. Il entre dans la passion que j'éprouve pour elle une sorte d'estime que je n'ai pas l'habitude d'accorder aux femmes. Mais comment écarter ce damné gentillâtre, ce cigognac de malheur que la belle s'entête à me préférer? Oubliez donc cette ingrate. Elle ne pouvait prévoir qu'un duc aurait eu le caprice de s'enticher d'elle. Ah, si je pouvais tuer le baron! J'aurais bientôt réduit la donzelle, malgré ses airs de prude et de vertueuse. Rien ne s'oublie plus vite qu'un galant défunt. Jurez de ne plus jamais vous battre pour moi. Jurez si vous m'aimez comme vous le dites. C'est un serment que je ne puis faire. Si quelque audacieux ose vous manquer de respect, je le châtierai. Fût-il duc, fût-il prince. Consolez-vous, chère Isabelle. Je ne suis pas mort. Et j'ai même blessé mon adversaire, quoi qu'il passe pour un assez bon duelliste. Je vous sais que vous êtes un brave cœur et d'une main ferme. Je vous aime et je n'ai pas peur de vous le dire. Sûr que vous respecterez ma franchise et n'en tirez pas davantage. Je vous aime, mais j'ai votre gloire pour but et non mon propre plaisir. Je veux bien qu'on me croie votre maîtresse. Ce serait le seul motif qui expliquerait votre présence au sein de notre troupe. Peu importe les mauvaises langues, tant que je garde ma propre estime et que je me sache vertueuse. C'est peut-être ce sang noble qui coule dans mes veines, qui m'aspire à des fiertés bien ridicules chez une comédienne. Mais je suis faite ainsi. Adorable Isabelle, ne craignez rien de moi. Je n'ai que mon nom à vous offrir. Il est pur et sans tache, comme vous. Je vous l'offre si vous daignez l'accepter. Vous serez ma femme. Jamais. Vous m'avez offert votre nom, cela me suffit. Vous êtes le dernier d'une grande lignée. Vous devez de relever votre maison. Ce serait d'une grande bêtise d'embarrasser votre fortune d'une comédienne. Quelle cruauté de vous montrer si adorable et si parfaite, en ne m'acceptant ni comme amant ni comme époux. Mais je fléchirai votre résolution. N'essayez même pas. Contentez-vous de l'amour le plus pur et le plus vrai, qui n'ait jamais fait battre le cœur d'une femme. Mais ne prétendez pas autre chose. Tenez. Accommodez-moi ces vers d'un rôle qui ne va ni à mon visage ni à mon caractère dans la pièce que nous jouerons prochainement. Nous nous retrouverons demain matin pour la répétition. Maintenant, embrassez-moi et partez.
bonbon Pierre. Me voici enfin à Paris. Ah, où ce que l'on prétend, je dois faire fortune et relever ma maison. En attendant, faute d'autres ressources, je joue la comédie. Et j'ai à ce métier gagné quelques pistoles dont je t'enverrai une part dès que j'aurai une occasion sûre. J'eusse mieux fait peut-être de m'engager comme soldat en quelque compagnie, mais je ne voulais pas contraindre ma liberté. Depuis l'attaque du brigand Lampourde, la seule aventure de marque que j'ai eue en ce long voyage est un duel avec le dur fort cruel qui nous avait envoyé ses hommes de main pour nous corriger. Je t'ai raconté dans ma dernière lettre comment mes camarades et moi-même les avions mis en fuite. J'ai provoqué en duel ce grand bretteur, et j'en suis sorti à ma gloire, grâce à tes bonnes leçons. Je lui ai traversé le bras de part en part. Cette défaite ne lui a pas suffi. Il nous a suivis à Paris et poursuit Isabelle de ses assiduités. Il m'a envoyé des tueurs après un premier attentat manqué contre ma personne. Le plus dangereux d'entre eux, un spadassin nommé Malartic, a vite compris que son fer ne pouvait rien contre le mien. À présent, notre troupe a été engagée pour donner son spectacle à quelques lieues de Paris. Nous nous tiendrons sur nos gardes, car ce Vallombreuse est capable de tout. Tenez mon brave. Isabelle! Isabelle, je vous écorcherai! Isabelle! C'est donc toi, Chiquita, qui avais juré de ne jamais me faire de mal et qui a aidé ceux qui m'ont enlevé? As-tu toujours le couteau que je t'avais donné? Oui, je l'ai là, je le tiens sous ma robe. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Ma vie est-elle en danger? Un couteau est un fidèle ami. Il ne trahit jamais son maître. Si le maître le fait boire, car le couteau a soif. Tu me fais peur, Chiquita. Aiguise la pointe sur le barreau de la cheminée et repasse la lame sur le cuir de ta chaussure. Mais pourquoi me dis-tu cela? Tu me fais peur, Chiquita. Pour rien. Qui veut se défendre prépare son arme, c'est tout. Et que fais-tu ici? As-tu pour charge de me garder? Non, je suis venue seule. Cela m'ennuyait de rester dans un coin pendant que les hommes qui t'ont enlevé buvaient bouteille sur bouteille. Je suis si petite et si maigre qu'ils ne font pas plus attention à moi qu'un chat qui dort sous la table. Et tu n'as pas peur sans chandelle dans ces longs couloirs sombres? Chiquita ne connaît pas la peur. J'aime mieux rester là près de toi. Tu es belle et cela me plaît de te voir. Et sais-tu où nous sommes? Dans un château appartenant à un seigneur si riche. Il voulait déjà tout faire enlever à Poitiers. Et est-ce bien loin de Paris, ce château où on me retient prisonnière? As-tu entendu son nom prononcé par l'un des gardes? Je crois que c'est à... Vallombreuse. C'est le nom du méchant seigneur que ton ami a blessé en duel. Il aurait mieux fait de le tuer. Ce duc est très méchant. Tu le hais, n'est-ce pas? Cela t'arrangerait si tu parvenais à lui échapper. Oui, mais c'est impossible. Des douves entourent le donjon et le pont-levis est relevé. C'est donc impossible. Chiquita se moque
portes, des serrures, des murailles et des douves. Celle le veut, le capitaine saura où est cachée celle qu'il cherche avant le lever du jour. Quand je serai sur la branche de l'arbre là-bas, tu déferas le nœud qui retient la corde. N'aie pas peur, je serai bientôt de retour. Le duc de Vallombreuse. Si ma présence vous est trop odieuse, charmante Isabelle, et qu'il vous faut un petit peu de temps pour vous habituer à l'idée de me voir, je me retirerai. Vous êtes ma prisonnière, mais je n'en suis pas moins votre esclave. Si vous aviez usé de moyens honnêtes pour me faire part de vos sentiments, j'aurais plein d'amour que je ne pouvais partager. Mais j'étais contrainte de vous haïr. Sentiment qui n'est point fait pour mon âme et qu'il m'est douloureux d'éprouver. Vous me détestez donc? Je ne le mérite pas cependant. Mes torts envers vous, si j'en ai, viennent de ma passion même. Certes, il n'est pas là motif d'aversion lorsque l'amant se tient dans la limite du respect et soupire d'une timidité discrète. Mais lorsqu'il procède par le rapt, le guet-apens ou la séquestration quand vous n'avez craint de le faire, il n'y a pas là d'autre sentiment qu'une invincible répugnance. L'amour, qui est une chose divine, ne se commande ni ne s'extorque. Il souffle où il veut. Une invincible répugnance. Voilà tout ce que je puis attendre de vous. Vous seriez un moyen de reconquérir mon estime et de gagner mon amitié. Rendez-moi cette liberté que vous m'avez prise et laissez-moi reprendre mon humble métier de comédienne. Ah, quel malheur que vous me demandiez la seule chose que je ne puis vous offrir sans me trahir moi-même. Demandez-moi un empire, un trône, je vous le donnerai. Une étoile, j'irai vous la chercher en escaladant le ciel. Mais vous ouvrir la porte de cette cage, c'est impossible.
Et jusqu'à quand avez-vous la prétention de me retenir prisonnière? Jusqu'à ce que vous m'aimiez, ou que vous me le disiez, ce qui revient au même. Tes amis t'avaient bien cherché, mais sans Chiquita, ils n'auraient jamais trouvé ta prison. Le capitaine allait et venait comme un lion. Sa tête fumait, ses yeux lançaient des éclairs. Il est maintenant caché dans un petit bois, tout près du château avec ses camarades. Quand l'ombre sera tombée, ils viendront te délivrer. Il y aura des coups d'épée et de pistolet. Ce sera superbe. Mais ne va pas t'effrayer et pousser des cris. Je me tiendrai là près de toi pour te rassurer. Ne t'inquiète pas, Chiquita. Je gênerai pas mes amis qui mettront leur vie en péril pour venir me sauver. C'est bien, défends-toi avec le couteau que je t'ai donné jusqu'à ce soir. N'oublie pas, le coup doit porter de bas en haut. Je vais maintenant me reposer en attendant le moment. Le duc de Vallombreuse. Je viens voir, adorable Isabelle, si je serais mieux reçu que le bouquet que je vous ai fait porter ce matin, et que vous avez piétiné, ainsi que le bracelet de diamant qui l'entourait. Mais je ne m'avoue pas vaincu, je vous habitue à moi. Demain, nouveau bouquet, nouvelle visite. Bouquets et visites sont inutiles. Il en tient à ma politesse de vous le dire. Mais ma sincérité ne doit laisser aucun doute. Alors, je me passe l'espoir, et je me contenterai de la réalité. Résignez-vous en souriant. Est-ce donc un si grand malheur que d'être adoré du duc de Vallombreuse? Ce malheur ferait la félicité de plus d'une femme. Cette félicité serait une honte à laquelle j'échapperais par la mort si je n'avais d'autres moyens. Vous m'étiez indifférent. Je voyais maintenant pour votre conduite infâme, violente et outrageante. Oui, j'aime Sigognac, que vous avez tenté à plusieurs reprises de faire tuer. Allez! Sigognac! Sigognac! Misérable, ne touchez pas, je peux Isabelle, je vous écorche! Laisserez-vous votre maître sans défense face à ce saltimbanque et cette bohémienne? Isabelle! Isabelle, réveillez-vous! Isabelle! Isabelle! Le prince de Vallombreuse. Isabelle, réveillez-vous! J'arrive trop tard. Je n'ai pu éviter que mon fils commette le pire des crimes. Mais d'où tenez-vous cet anneau, mademoiselle, qui me rappelle certains souvenirs? Il appartenait à ma mère. Je l'ai depuis mon enfance. Votre mère? Mais qui était-elle? Que faisait-elle? Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Cornelia. C'était une pauvre comédienne qui jouait les rôles de princesse et de reine dans la troupe où je suis encore aujourd'hui. Aucun doute n'est possible. Cette jeune fille est bien ma fille. La fille de mon premier amour, que j'étais obligé de quitter pour épouser une aristocrate de mon rang. Je les ai cherchés pendant toute ma vie. Monsieur, je sais le motif qui vous a fait envahir en armes ma demeure. La violence appelle la violence, et je fermerai les yeux sur ce qui vient d'arriver. Mais où est donc ce fils, mon fils dégénéré qui déshonore ma vieillesse? Derrière vous, monseigneur. Monsieur, vos escapades dépassent les bornes.
Le rapt, la violence et la séquestration ne sont point de la galanterie. Savez-vous donc qui est cette jeune fille, cette Isabelle que vous avez enlevée malgré sa vertueuse résistance? Elle est votre sœur. Puisse-t-elle remplacer le fils indigne que vous allez perdre? Isabelle n'a jamais démérité. Sa noblesse vous fait honneur. Monsieur, vous pouvez vous en aller, vous et vos compagnons. Isabelle est maintenant en sécurité auprès de son père, et ce château sera désormais sa demeure. En me rendant une fille, vous épargnez à mon fils une action indigne qu'il paye de sa vie. Je n'ai rien à vous reprocher, mais partez avant que ne me vienne l'idée injuste d'une vengeance. Monseigneur, je vous laisse Isabelle, qui m'est plus chère que la vie. Et je me retire, à jamais désolé de cette triste victoire qui détruit mon bonheur. Qu'il mieux eût valu que je sois tué et victime plutôt que meurtrier. Que vous semble, mon vieux camarade, de tous ces événements? La vie, comme le théâtre, nous réserve bien des surprises. Cette histoire s'achève en tragicomédie, mon ami. Qui se fût attendu au milieu de l'Algarade, à l'entrée seigneuriale de ce prince précédé de flambeaux, ce père outragé venu mettre le holà au fredaine de monsieur son fils. Et voilà que ce prince, surgit du passé d'Isabelle comme un fantôme, reconnaît la bague d'améthyste et fait de cet enfant, que nous avons élevé comme si c'était la nôtre, une princesse, une châtelaine. Quant au misérable duc, heureusement guéri de sa blessure, il a imploré le pardon de Sigognac et lui a accordé la main d'Isabelle, sa sœur, laquelle se languissait de son fiancé et n'osait le lui avouer. Et maintenant, nous voici la troupe au grand complet, invitée aux noces de la douce Isabelle et du vertueux Tracas. La pièce que nous venons de vous jouer est tirée du Capitaine Fracas de Théophile Gautier. Elle a été adaptée et mise en scène par Carmela. Hein? Maintenant, maintenant, place à la présentation des acteurs, des comédiens. Dans le rôle des Sigognac, Lorenzo. Dans le rôle
d'Isabelle Élise. Dans le rôle du Matamor et du prince de Vallombreuse, Serge. Dans le rôle de Chiquita, Sarah. Dans le rôle du brigand Lampour de Christophe. Dans le rôle de Blasius, Isabelle. Dans le rôle de Hérode, Gabriel. Dans les rôles des Estafiers, Marine et Alice. Dans le rôle de Léandre, Paul. Dans le rôle de la servante, Raphaël. Dans le rôle de Pierre, Thierry. Dans le rôle de Vigdalin, Maxime. Dans le rôle de Zerbine, Mathilde. Dans le rôle du marquis de Bruyère, Natacha. Dans le rôle de Leonarda, Flore. Et dans le rôle du duc de Vallombreuse, Lilian. Et dans le rôle de Scapin et du chef des gardes, Pierre-Marie. Un grand merci pour le son. Nous avons là-bas Laure et Cyril, a priori. Pour les projections, un grand merci à Olivier. Et pour les dessins, à Sabine et Julie. Julie Julie et Thomas. Merci à nos souffleuses, Alice et Claire. Et pour les costumes, un grand merci à Carmela à nouveau et à Odile. Et pour le maquillage aussi, les mêmes globalement. Chloé. Et Chloé, oui, j'ai dit. Et à tout le monde de Librecy, à Christophe pour les décors et à l'ensemble des petites mains de Librecy qui ont permis ce spectacle. Mathieu qui nous a donné des petits tuyaux pour la fin de la mise en scène et qui nous a coaché hier soir et ce soir. Voilà. Eh ben oui, on remercie tout le monde, on remercie beaucoup l'intendance pour la buvette, les bonbons, les boissons, les sandwichs, tout, les messieurs, les crêpes. Un grand merci à eux de